Avoine. Aujourd'hui, Georges Segui s'entretient avec Marc Guillaume. Troisième entretien. Georges Segui, nous poursuivons cette promenade dans le siècle de la CGT. Quels sont les apports du syndicalisme? Et d'abord sur le plan économique et social, en termes de rémunération, de durée du travail, de participation des travailleurs, quelles sont les principales étapes? Avant 1936, par exemple, avez-vous le souvenir d'avancées majeures liées à l'action syndicale? Je pense que depuis son origine, le mouvement syndical a été un facteur d'évolution sociale, de progrès social. Que beaucoup de réglementation du travail, de questions de salaire, de droits, de liberté syndicale ont avancé au prix d'une action syndicale tenace et opiniâtre qui a donné lieu tout à fait au début à des luttes qui se sont terminées parfois tragiquement. Aujourd'hui, nous avons évolué quand même par rapport à cela et les notions de rapports sociaux permettent souvent de régler des problèmes sans aller jusqu'à des épreuves de force trop dures. Mais je prends par exemple la question de la réduction de la durée du travail, oui, qui est née à Chicago dans cette fameuse bataille où des ouvriers américains ont péri tragiquement, qui a donné naissance, enfin, comme motif revendicatif universel au 1er mai. Il a fallu très longtemps pour faire avancer l'idée de la réduction de la journée du travail à 8 heures. Dans certains pays, ce fut réglé avant la Première Guerre mondiale, mais chez nous, ce ne fut réglé qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, en avril 1919. Alors, on a réduit d'un seul coup, sans diminution de salaire, cette durée du travail de 2 à 4 heures par jour, ou 12 ou 24 heures par semaine, sans qu'il y ait eu de catastrophe économique. Je parle de ça parce que tout, du côté patronal et de l'État, tout le monde disait c'est insensé de réduire la journée à 8 heures, ça va faire un clash, et l'économie ne s'en relèvera jamais. Or, l'économie a très bien supporté cela, et donc toutes ces questions, de nos jours, constituent un enseignement qui devrait donner à réfléchir. Dans la mesure où nous sommes confrontés à une réalité qui fait que les progrès scientifiques et techniques, les technologies modernes, nouvelles qu'on introduit dans la production, ont tendance à évincer du travail tant d'hommes, tant de main-d'œuvre. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, nous trouvions une solution qui permette à tous de profiter équitablement des vertus, des capacités énormes d'augmentation de la production que les progrès scientifiques et techniques autorisent. Et entre autres dispositions, et je ne vois pas d'autre solution que la réduction de la durée du travail. C'est une question qui n'est pas simplement d'importance française, qui est d'importance européenne, toute évidence, et même d'importance planétaire. C'est clair. Restons à 1936, qui est quand même la première grande coupure, la première avancée majeure en termes macroéconomiques, du moins, enfin celle qui fait symbole. Oui. Vous aviez 9 ans en 1936, donc oui, pas de souvenirs. Sur les bancs de l'école primaire, oui. Hein, donc le peu de souvenirs que j'ai, c'est ce que pouvait en dire mon père à la maison lorsqu'il rentrait de ses réunions, ou de ses manifestations, ou de ses fonctions syndicales, délégué du personnel. Il y a eu quelques mois d'euphorie, sans doute. D'abord, il y a eu quelques mois d'inquiétude et d'angoisse au moment où des affrontements avec les forces réactionnaires, fascistes, qui se produisaient. Mais il y a eu surtout le moment où les forces progressistes de gauche, unitaires, syndicales et politiques, ont trouvé l'osmose, ont triomphé. Et il y a eu, à Toulouse, en 1936, ce fameux congrès d'unité, où la CGT et la CGTU ont fusionné pour recréer cette grande CGT qui, d'un seul coup, a occupé le terrain, a vu ses effectifs simplifiés dans des proportions considérables, et a été donc la force qui négociait les accords Matignon, où se sont réglés tout un tas de questions qui paraissaient utopiques aussi à cette époque-là. Je me souviens un peu quand on parlait à la maison de l'idée d'avoir une semaine ou 15 jours de congés payés. Les copains de mon père disaient ça c'est une utopie. Jamais les patrons n'accepteront de nous laisser payer pour aller se reposer dans les bois au bord de la mer. C'est incroyable. Et pourtant, il y a eu donc les congés payés.
formidable avancée sociale, la réduction de la durée du travail à 40 heures, 8 heures de moins par semaine, des délégués du personnel, des augmentations de salaire qui ont élevé d'un seul coup des salaires très minimes à des niveaux convenables et qui les ont doublés, dans quelques cas triplés. Et ce fut donc une avancée sociale considérable sous la pression de l'action syndicale. Ensuite, on peut parler de ce qui s'est passé aussi au lendemain de la libération, oui, toujours dans les mêmes conditions, fin de la guerre, le rôle des travailleurs dans la résistance. Il y a ce propos, si on parle de la CGT en particulier, avec tous les martyrs qu'elle a eu à compter, malheureusement à déplorer, et l'unification de la CGT dans la résistance, entre ceux qui en avaient été exclus au début de la guerre en 1939 et ceux qui avaient continué à la diriger, mais qui ont été dissous par la suite, par Pétain, et les retrouvailles donc avec les accords du Péreux, un mois avant que ne se constitue enfin le Conseil national de la résistance. Je pense que l'unification syndicale n'a pas été sans influence pour surmonter les derniers obstacles de la constitution de ce Conseil national de la résistance. Et c'est le programme de la CGT réunifié, finalement, qui a servi de chapitre social au programme du Conseil national de la résistance et à la libération. Beaucoup de ces aspects négociés entre toutes les forces de la résistance et le mouvement syndical se sont trouvés concrétisés sous la forme d'avancées sociales en matière de salaire, en matière de conditions de travail, en matière de comité d'entreprise, de sécurité sociale, de diverses avancées qui ont permis au mouvement social français de connaître un bilan de satisfaction très important. La réunification de 1936, c'est la CGTU qui revient et se réunifie avec la CGT, mais on peut dire que les majoritaires, ce sont ceux qui n'étaient pas de sensibilité communiste. La CGTU était plutôt de sensibilité communiste. Après à la libération, c'est plutôt la sensibilité communiste, nourrie d'ailleurs des communistes de la résistance, qui devient majoritaire. Oui. Donc c'est une réunification, je dirais, avec un mouvement de balancier. Avec un changement d'orientation et de sensibilité, en tout cas. Les forces que représentaient chacune des sensibilités. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire ça. Mais j'insiste sur le fait que si la tendance réputée communiste, mais qui n'était pas que communiste d'ailleurs, parce que dans la résistance, il y eut des résistants syndicalistes qui se sont trouvés engagés dans l'activité syndicale illégale de la CGT, qui n'étaient pas de sensibilité communiste, mais qui étaient unitaires quand même, et qui se sont trouvés du côté de ceux qui sont devenus majoritaires au sein de la CGT. Ce fut une évolution. Et cette réunification produit, pas un satellite, mais produit une sorte d'expulsion qui donne naissance à la CGT-FO. Il n'y a pas une expulsion, un départ. Pardonnez-moi. C'est un départ. Mais je crois qu'il faut surtout mettre en évidence le fait que si cette sensibilité est devenue majoritaire au sein de la CGT, elle le doit au rôle qu'elle a joué dans la résistance, dans le combat libérateur national, à la manière dont le général de Gaulle lui-même l'a reconnu, et François Mauriac, disant que la classe ouvrière était seule restée dans sa masse fidèle à la France profanée. Et donc, c'est la reconnaissance des travailleurs, la confiance qu'ils mettaient dans ces hommes qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême pour la libération nationale, qui a rendu cette sensibilité majoritaire. Malheureusement, les nouveaux majoritaires hier, les nouveaux minoritaires qui étaient hier encore majoritaires, ne l'ont pas supporté et ont provoqué une scission qui a affaibli le mouvement syndical et qui continue de nos jours à l'affaiblir. Ce que vous avez rappelé de 1936, est-ce que ça a joué un rôle actif dans le déroulement de la CGT, de mai 68, du comportement, de la position, de la stratégie, qu'avec une grande cohérence, une grande fermeté, la CGT et particulièrement vous-même, vous avez suivi. Je rappelle à cette occasion que vous avez écrit un livre, Le mai de la CGT, publié chez Julliard, je crois, en 1974, dans lequel on voit de manière assez convaincante que vous avez gardé le cap. Je ne dirais pas que vous avez calqué les accords, le constat de Grenelle sur les accords de Matignon, mais enfin, en vous écoutant tout à l'heure parler de 36, je retrouvais cette cohérence que l'on voit dans votre texte sur mai 68. Vous n'avez pas tort. Je pense que l'expérience de 36 n'a pas été sans influencer la manière dont nous avons conçu notre stratégie syndicale durant les événements de mai 68. Mais je voudrais préciser à cet égard que nos aînés nous ont instruits de cette expérience, et ce qui était au fond essentiel
dans tout notre raisonnement à cette époque, c'était de faire en sorte que les travailleurs gèrent eux-mêmes la grève, qu'elle soit autogérée par les grévistes eux-mêmes. Voilà pourquoi nous avons résisté à toute pression qui nous incitait à lancer un mot d'ordre national de grève, c'est-à-dire à tout ce qui aurait pu transposer la responsabilité, la gestion de la grève au plan national, en confisquant cette gestion à la base, en quelque sorte. Et je pense que ce fut un élément très important de la puissance qu'a représenté le mouvement gréviste de mai 68. Et en particulier le poids qu'il a pu avoir dans la négociation de Grenelle. Alors, sur le plan économique, les accords de Grenelle qui ont été importants, probablement moins importants que ce qui s'est passé en 1936, mais sur le moment, c'était vraiment une ou deux marches d'escalier très importantes. Là aussi, d'ailleurs, le patronat pensait que ce n'était pas supportable. Est-ce que ça n'a pas été rattrapé assez vite par l'inflation, par la dévaluation qui a suivi de quelques mois? Enfin, est-ce que finalement, ça n'a pas été un peu un mirage, ce progrès économique? Pas tout de même un mirage, parce qu'il a subsisté un certain nombre de conquêtes de mai 68 qui subsistent de nos jours. En ce qui concerne le droit syndical, en ce qui concerne un certain nombre de discriminations, la disparition du SMIC agricole, par exemple, des revalorisations, des reclassements professionnels, puisque nous n'avons pas conclu de négociations à Grenelle, qui s'est terminée par un constat et non pas un accord, mais par la suite de négociations par branche professionnelle qui sont allées bien au-delà de ce qui avait été convenu à Grenelle. Alors, incontestablement, dans le prolongement immédiat qui a suivi la négociation de Grenelle, le conflit de mai 68, l'économie en a ressenti un bienfait puisque la consommation a augmenté en vertu de la croissance du pouvoir d'achat et les affaires ont repris, mais d'une manière tout à fait brève tout de même, puisque par la suite, l'orientation de l'économie, avec les mesures inflationnistes notamment, et diverses autres dispositions de concurrence internationale, de recherche de productivité absolue, ont remis en cause beaucoup d'acquis sur le plan du pouvoir d'achat des salaires, et qui ont eu, par répercussion, des prolongements négatifs sur le plan économique. Et disons que dans les quelques années qui ont suivi mai 68, apparaissaient déjà les premiers symptômes de la crise, dans laquelle nous avons basculé aujourd'hui. Donc, il faut aussi chercher l'apport de l'action syndicale sur les structures, sur les modes de management. Est-ce que vous pensez que, à travers ces luttes, à travers cet incessant travail et ces revendications, le syndicalisme français a imposé sa marque Non, je ne pense pas qu'il ait joué le rôle qui correspond à sa vocation fondamentale. Mais si le syndicalisme avait été conçu, compris et admis par le pouvoir politique et le patronat français comme un interlocuteur apte à discuter, à négocier, y compris des grandes orientations économiques, nous aurions sans doute trouvé sur le plan de l'équilibre économique et social des solutions bien plus conformes à l'intérêt national. N'y a-t-il pas des entreprises qui ont joué un rôle de laboratoire? Je pense à EDF, par exemple, qui a une histoire syndicale un peu particulière. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle EDF qui a, plus qu'un modèle Renault? On pense souvent à Renault, mais EDF n'est-il pas un modèle dans lequel la CGT a laissé son empreinte, encore aujourd'hui? EDF est un bon exemple. Il n'est pas unique, mais il est un bon exemple avec une particularité tout de même, c'est que la nationalisation a été mise sur pied sous la haute autorité de l'ancien dirigeant des syndicalistes, des travailleurs de gaz et d'électricité, notre ami Marcel Paul, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque où j'étais secrétaire général de la Fédération des cheminots, et lui, après avoir été ministre, secrétaire général de la Fédération de l'éclairage, on disait à ce moment-là, c'est maintenant de l'énergie. Non seulement en ce qui concerne la nationalisation, ses structures, sa place dans l'économie, son orientation économique et son statut du personnel a donné les résultats que l'on connaît, même de nos jours. L'EDF est quand même, le GF, disons, pour le gaz, est quand même un secteur qui donne pleine satisfaction, je crois, aux besoins de la population et de l'économie. Et j'ajoute, puisque nous parlons d'EDF, qu'il y a eu aussi la gestion intégrale des activités sociales, avec la fameuse comité central d'activité sociale qui gère un énorme budget social
et qui a donné lieu d'ailleurs à la promotion de gestionnaires qui n'ont pas eu une formation particulière dans les grandes écoles pour pouvoir subir de telles fonctions, mais qui s'avèrent des gestionnaires tout à fait compétents et capables, et qui prouvent que du monde du travail, si l'on conçoit les choses d'une manière équilibrée, on peut trouver des hommes tout à fait compétents et valables. Je voudrais revenir à mai 68 parce que pour beaucoup de Français de ma génération, des Français qui ont une cinquantaine d'années, une quarantaine ou une cinquantaine d'années aujourd'hui, Georges Ségui, c'est l'homme de mai 68, c'est peut-être même une sorte de anti-héros. Vous avez une vision de mai 68 que je vais résumer en une phrase. Il y a eu l'étincelle du mouvement étudiant, mais la poudre, c'était la classe ouvrière qui l'avait accumulée, et c'était la CGT qui en était dépositaire, qui en était l'artificier, si je puis dire. Et peut-être pourrait-on même se demander, est-ce que la cohérence de votre stratégie, est-ce que c'est celle de la CGT ou est-ce que c'est celle de Georges Ségui? D'abord, je voudrais dire que tout sociologue circonspect et lucide aurait pu, avant mai 68, percevoir dans la réalité sociale française des éléments de nature à comprendre que quelque chose allait craquer un jour ou l'autre, car tout était bloqué, aucune possibilité de négociation, des atteintes graves à un régime de prestations sociales, avec des ordonnances qui ont provoqué de nombreuses réactions de grève nationale, conclues par la CGT et la CFDT, qui avaient un pacte d'unité d'action à ce moment-là. Et donc il y avait fermement une manifestation du 1er mai qui ne s'était pas produite depuis 14 ans. Qui était autorisée à Paris. Non, nous n'avons pas demandé l'autorisation. Elle a été tolérée, je crois. Elle a été, disons, tolérée, c'est un mot que je crois qu'il convient. Oui, elle a été supportée par le pouvoir. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que, alors que nous réunissions les années précédentes quelques milliers de personnes autour de la Bourse du Travail, là, nous avons évalué, toujours selon nos critères, à quelques 100 000 travailleurs de la région parisienne qui ont participé à cette manifestation de rue du 1er mai de la Bastille à la République. Et ça, c'était un élément qui nous a permis à nous de mesurer la température, comme on dit dans notre dialecte syndical, et de savoir que quelque chose est en train de bouger. C'est vrai, ce qui s'est passé dans le mouvement universitaire, étudiant, a mis le feu aux poudres, hein, ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, comme on voudra. Ça a tout précipité. Étincelle qui vous a surpris. Ça, c'est clair. Oui, c'est pas être le seul d'ailleurs à être surpris. Mais... La violence, hein, la violence. Oui. Enfin, il fallait faire face à la situation. Et je réponds donc à votre question. La manière dont ont été conduits pour la CGT le conflit, les événements de mai 68, et en particulier le conflit, la grève, 9 millions de grévistes, ce ne fut pas personnellement les options de Georges Ségui qui ont prédominé. Ce sont les résultats de délibération constante des organismes de direction de la CGT, avec évidemment mon sentiment, mon rôle, puisque j'étais en tant que secrétaire général le plus directement confronté aux grands problèmes qui nous étaient posés. Mais en toutes circonstances, nous avons pris nos décisions dans le fonctionnement démocratique régulier des organismes de direction. L'impression quand même que vous avez donnée, c'est d'ailleurs probablement pour cela que les médias ont focalisé leur projecteur sur vous, c'est que vous étiez très, très réactif, très présent. Je me souviens que lors de Charletti, vous avez tout de suite pris des positions, vous avez fait des communiqués, vous avez tenu, si je puis dire, le rythme des événements d'une manière qui était tout à fait étonnante, qui même contraste avec une certaine lenteur des organisations politiques à l'époque, du Parti communiste ou de la FGDS, l'ancêtre ce qu'on appelait la FGDS à l'époque. Il me semble que les choses se sont passées vraiment entre le pouvoir et vous. Vous avez d'ailleurs eu à ce moment-là des rencontres avec Pompidou, avec Jacques Chirac aussi. Je crois que Jacques Chirac... Durant les négociations de Grenelle, Jacques Chirac vous a fait une proposition assez singulière en vous faisant une sorte de chantage à la politique de la part du général de Gaulle. Extérieure du général de Gaulle, oui. Ça s'est passé pas très bien, d'après ce que vous dites. Sur la première partie de la question, je voudrais dire que nous avons rencontré Pompidou, mais jamais d'une manière occulte. Oui. Jamais mystérieusement, toujours ouvertement. Je sais qu'il y a eu des conversations particulières avec d'autres syndicats, mais pas avec nous, pas avec la CGT. Et donc, Charletti, j'ai réagi à Charletti tout simplement parce que ce qui nous reproche d'être trop révolutionnaire avait comme mot d'ordre central négociation, trahison.
nous négocions avec le patronat et le gouvernement, nous pensions que nous étions dans notre rôle, dans notre vocation, dans notre responsabilité fondamentale première, de discuter des revendications avec les interlocuteurs, les seuls interlocuteurs avec qui nous pouvons discuter, patronat et gouvernement. Alors nous accuser de trahison parce que nous sommes restés des syndicalistes conséquents, c'était un peu fort. Donc c'était le caractère manœuvrier, diversion de l'opération était évident. Bon, mais pour le reste, oui, je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec Jacques Chirac durant une suspension de séance, où il me disait que finalement, ceux qui voulaient succéder au pouvoir en place rompraient la qualité des relations établies par le général de Gaulle avec l'Union soviétique, et que par conséquent, il faisait appel à notre esprit de responsabilité et à notre volonté de cultiver les meilleures relations avec ce pays pour nous inciter à renoncer aux revendications. Et je lui ai dit qu'il se trompait de direction, qu'il se trompait d'interlocuteur, et qu'il s'adressait à un syndicaliste qui parlait au nom de 9 millions de grévistes, et que tant qu'on n'aurait pas résolu à notre convenance les revendications pour lesquelles ces travailleurs étaient en grève, il n'y avait pas d'accord possible. Est-ce que vous n'avez pas eu le tort d'avoir raison, si je puis dire, en mai 68, dans la mesure où je crois avoir compris votre position, qui était que dans la mesure où il n'y avait pas une union de la gauche forte, acceptant l'importance, voire le leadership du Parti communiste dans ce mouvement, et aussi le rôle très important du syndicat que vous dirigez à l'époque, eh bien, s'il n'y avait pas cette union, il ne fallait pas se lancer dans une aventure qui se serait mal terminée. Donc, c'est cohérent, on peut chipoter, certains vont même penser que mon interprétation vous est trop favorable. Mais j'ai envie de la défendre pour vous dire, mais à partir de ce moment-là, quelles leçons en avez-vous tirées? C'est vrai que le Parti socialiste et un certain nombre de forces issues de la jeunesse, à l'époque, ne voulaient pas d'alliance avec le Parti communiste. C'est vrai que probablement, définitivement, c'était fermé pour notre pays une alternative dans laquelle le Parti communiste jouerait un rôle essentiel. On l'a bien vu quelques années après, en 1981, le rôle un peu décoratif qu'a joué le Parti communiste. Donc, est-ce que d'une certaine manière, la CGT, même si elle a eu raison en mai 68, n'a pas réussi à faire ce travail de deuil, finalement, du marxisme, du communisme, de cette union pour laquelle l'histoire avait été déjà passée? Je ne pense pas qu'on puisse élever la question que vous me posez au niveau d'une analyse par rapport à l'idéologie marxiste à cette époque-là. Je crois tout simplement que nous avons été réalistes, conscients des responsabilités que nous assumions. Et nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que les partis de gauche se mettent d'accord. Nous n'avons pas, en tant que syndicat, vocation à nous emparer du pouvoir et à diriger les affaires d'un pays. En 1936, la différence avec 1968, c'est qu'en 1936, il y avait un gouvernement de Front populaire dans la négociation. Ici, nous avions un gouvernement plutôt de droite quand même, qui était hostile, qui gouvernait de manière hostile au progrès social, à nos objectifs revendicatifs. Alors, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour que l'union se fasse. Mais de la même manière qu'il n'était pas question pour le Parti communiste, je crois, de prendre le pouvoir tout seul au lendemain de la libération, il n'était pas question pour lui non plus en mai 68 de prendre le pouvoir tout seul, même si la CGT avait dit, ma foi, on va vous soutenir dans cette tentative. Il n'était pas question de le faire car une grande partie de la majorité nationale se serait retournée contre nous. Et je vous dirais même que parmi les 9 millions de grévistes, si on avait posé la question, faute d'union de la gauche, est-ce que vous êtes pour que le Parti communiste gère seul les affaires de la France? Une majorité de grévistes aurait répondu non. Oui, et nous parlions au nom des grévistes. Mais ma question malheureusement, sur l'après 68, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si les étudiants, les lycéens, peut-être les chômeurs descendaient dans la rue, évidemment ça ne serait pas un mai 68, ce serait autre chose, pensez-vous que la CGT et les syndicalistes, plus généralement, seraient mieux armés pour les comprendre, pour agir ensemble, pour faire changer la société? Je pense que le Parti socialiste, avant de répondre à votre question, je pense que le Parti socialiste, en mai 68, a redouté d'avoir à tenir trop compte de la pression gréviste dans laquelle nous jouions un rôle évidemment déterminant, la CGT, et d'être obligé d'aller beaucoup plus loin sur le plan de satisfaction de revendications que ce qu'il entendait faire si, par bonheur pour lui, il avait pu récupérer le pouvoir, le ramasser, comme certains disaient, parce qu'ils pensaient qu'il était ramassé, récupéré. Et alors,
l'aspect positif de cette pression sociale importante a joué sur le Parti socialiste de manière négative et il n'a pas voulu la résister farouchement à toute idée d'entente sur le plan politique avec les autres formations politiques pour chercher un accord susceptible, en prenant en charge nos revendications, de faire non pas une alternance, mais une alternative politique, sociale, économique. Et peut-être de la même manière que vous aviez raison dans votre cohérence, eux-mêmes, les responsables du Parti socialiste, avaient raison dans leur propre cohérence, pensant que cette alternative allait contre l'histoire. Oui, mais elle est contre l'histoire, mais ils y ont résisté, avec sans doute l'arrière-pensée de trouver plus tard le moyen d'y parvenir sans avoir à répondre, à prendre d'engagement sur le plan social vis-à-vis du monde du travail. Et là, ce qui s'est un peu réalisé en 80. Et là, je dois dire que nous nous sommes laissés avoir par cette stratégie, y compris la CGT, qui, après 68, s'est engagée dans une lutte avec comme mot d'ordre général, central, Union de la gauche, programme commun, et même allé jusqu'à oublier, dans une large mesure, sinon totalement, le programme de la CGT, pour ne parler que du programme commun, et pour ne parler que du programme commun dès lors qu'il a été signé par les partis politiques de gauche, ce qui s'est avéré par la suite comme tout à fait négatif, et je le conçois aujourd'hui, je le concède même une erreur de stratégie de la CGT. À voix nue, Georges Ségui s'entretenait avec Marc Guillaume. Réalisation Nicole Salerne. Demain, 4e entretien.